Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 26 minutes avec. Notre invité de ce soir est un homme passionné, passionnant, un bâton, un homme engagé pour les droits et la liberté de l'homme, de tous les hommes et pour celles de ses compatriotes de façon particulière, les Marocains et les Marocaines. Et parmi leurs droits fondamentaux, il y a celui de connaître leur histoire, de regarder leur passé dans les yeux. Dans son livre « L'étoile jaune », l'écrivain et journaliste franco-algérien Mohamed Aïssaoui écrit « Plus un pays est libre, plus il possède d'archives. Pourquoi ? Parce qu'un pays libre n'a pas peur de son passé. » Fin de citation. Les archives sont notre mémoire collective. Sans traces écrites ou iconographiques, il ne peut y avoir de mémoire. Et sans mémoire, on ne peut avoir d'histoire. Malheureusement, jusqu'en 2011, les archives marocaines étaient détruites, entassées dans les caves des administrations, éparpillées dans les 4 coins du monde ou encore oubliées chez des particuliers qui souvent n'en soupçonnaient même pas la valeur. C'est beaucoup grâce à cet homme dévoué corps et âme à cette cause, à sa persévérance et à son patriotisme que le Maroc a pu récupérer une grande partie de ses archives auprès de nombreux pays à travers le monde. Cela fait plus de 30 ans que cet historien se bat farouchement, mais toujours avec dignité pour doter le Maroc d'un établissement d'archives à la hauteur de son passé, de sa civilisation millénaire, de sa mosaïque culturelle, un passé avec ses moments de gloire et ses périodes moins fastes, un miroir qui nous renvoie sans mentir ni retoucher ou falsifier notre image. Cela fait des années aussi qu'il se bat et qu'il mène des recherches historiques et scientifiques pour reconstituer le puzzle de la pluralité marocaine et de son ouverture sur les autres cultures, les autres confessions. Il était l'un des membres les plus actifs du GRIC, le groupe de recherche islamo-chrétien. Il est aussi à l'origine de la création contre vents et marées, à l'époque du GREJM, le groupe de recherche sur le judaïsme marocain. Il est aujourd'hui le gardien du temple de notre mémoire, directeur des archives du Maroc. Jama Beida a enseigné pendant 30 ans à l'université Mohamed V de Rabat, ancien secrétaire général de l'Association marocaine pour la recherche historique. Il est aussi membre du comité de rédaction de Hesperis, Tamouda, et ancien directeur et fondateur de la revue La Recherche historique, fondateur et directeur de la revue Archives du Maroc, membre de la commission des archives et du patrimoine humain des Nations Unies à l'UNESCO. En 2017, Jama Beida a reçu de l'État français l'insigne de chevalier des arts et des lettres. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Présence chrétienne au Maroc ou encore Il était une fois Toumliline, sans oublier sa thèse de doctorat d'État sur la presse marocaine des origines à 1956, une véritable référence depuis sa publication en 1995. Jama Beida, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, aussi bien pour l'invitation que pour cette belle présentation bien fouillée. Je vous en prie, Monsieur Beida. Alors, une année après votre nomination à la tête des archives du Maroc, vous aviez déclaré sur une autre tribune, dans un autre média, vous aviez en fait posé une question. Et cette question était la suivante, que vous avez destinée aux décideurs. À quand une bonne gestion des archives au Maroc pour rattraper le temps perdu, plus d'un demi-siècle? Est-ce que vous avez eu une réponse depuis? Où en sont les archives du Maroc 11 ans après la création de cet établissement public présenté comme stratégique? Je vous mentirais si je disais que je suis satisfait à 100%. Il y a encore beaucoup de résistance. Nous avons encore auprès de nos décideurs des lacunes en matière de culture des archives. Ceci dit, n'assombrissons pas le tableau. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis que nous avons élaboré un guide référentiel des archives publiques au Maroc. Un travail qui nous a pris 2 ans et puis qui a eu la validation du Conseil international des archives. Des ministères, aujourd'hui, l'ont pris comme leur Bible, j'allais dire, pour bien gérer leurs archives. Certains ministères. Mais il reste, c'est toujours comme les lois. Elles sont là, elles sont bonnes. Mais quand il n'y a pas de gens qui les appliquent, oui. Eh ben, il y a problème. Aujourd'hui, nous avons dans tous les ministères des interlocuteurs
et nous demandons des rapports annuels. Il semble que pas mal de ministères commencent à bouger, notamment dans la révision de leur organigramme. Oui. Parce que lorsqu'une tâche, une mission n'est pas intégrée dans l'organigramme, qui va la faire? Oui. À moins que ce soit vraiment du volontariat et du self-control. Absolument. Quand il s'agit des archives, l'approche doit être transversale. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, y compris ceux qui ont élaboré la loi du 30 novembre 2007. Parce que s'ils avaient compris la transversalité de la question des archives, ils ne l'auraient pas mis sous la tutelle d'un seul ministère. Absolument. Et en 2007, c'était une loi, c'était la nouvelle loi, mais la dernière loi, elle datait de 1926. 1926. Il y a encore une loi obsolète, mais qui n'était même pas observée par le Maroc indépendant. Oui. Alors, nous allons revenir, Monsieur Jama Beydaoua, au sujet des archives plus en détail tout à l'heure. Mais nous allons, pour commencer, essayer de vous connaître davantage, votre côté cour, côté jardin. On connaît l'historien, le directeur des archives du Maroc. On voudrait connaître un peu mieux l'homme. Vous êtes né à Tiznit, oui. Vous êtes un Soussi, à Mazières. Parlez-nous de votre enfance. Là, on vous voit enfant. C'est une photo spéciale, vous m'aviez dit, parce que cette photo... Je ne vois pas la photo. Alors, cette photo-là, elle a été faite pour le dossier auprès de Jeunesse et Sport, pour le dossier de la colonie de vacances à Tarazout en 1964. Vous devez avoir 9 ans. Oui, 9 ans. En fait, j'y étais en 64, aussi en 65. Et j'aime bien cette photo parce qu'en fait, la colonie, parce qu'il est lié avec la colonie de vacances, qui dit colonie de vacances dit ouverture, oui. Dit sortir de mon patelin, oui. Un gros village, oui. Tiznit à l'époque, et connaître d'autres personnes, mais aussi connaître savoir se réveiller tôt, faire la sieste malgré soi. Après le manger, sortir faire la baignade de Tarazout à 15h, un casse-croûte, etc. L'organisation, la rigueur, la responsabilité, l'autonomie, c'est beaucoup de choses, c'est important, c'est très formateur. Alors, comment était votre enfance à la fin des années 50, début des années 60, dans la petite mais ô combien historique ville de Tiznit? Une enfance un peu tranquille. Mon père étant un épicier. C'était un homme qui a eu plusieurs vies, hein? Oui. Quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais qui se sacrifiait aux 4 veines pour ses enfants. On était quand même une fratrie de 9 enfants. Hein. La famille nombreuse. 3 garçons, 3 filles, 3 garçons. Oui. Donc, bon, il était illettré, à part quelques bribes d'alphabétisation quand il était soit en France, soit en Belgique comme ouvrier, avant de rentrer. Il travaillait dans les mines. Il a travaillé dans les mines, il en avait encore les traces sur la peau, les mines du charbon à Roubaix, je crois, au nord, mais aussi en Belgique. Il a travaillé dans une papeterie en Belgique. Il a même fait garde prisonnier allemand en Tunisie, mais 6 mois. J'ai retrouvé ça dans ses archives. Oui. Mais moi, je suis juste un petit passage avant d'aller en Europe. Oui. Mais ce que je retiens de lui, c'est que n'ayant pas été scolarisé, comme s'il essayait de se rattraper à travers ses enfants. Alors, vous avez justement été éduqué à la dure, surtout en ce qui concerne l'école. Ah oui, c'est vraiment à la dure, à savoir... Magnifique photo, magnifique. Ah oui, cette photo, c'est celle du primaire. Vous êtes en bas, monsieur Jama? Oui, en bas, oui, tout à fait, tranquille, avec une petite croix là, très tranquille. Je reconnais encore
Quelques-uns? Quelques-uns, une ou deux personnes qui vadrouillent à travers le monde, mais beaucoup... j'ai perdu la trace de beaucoup de personnes. Je vois un ophtalmo, je crois, un professeur de français. Oui. Mais c'est la plus ancienne photo d'école que je possède, c'est 1961. 1961 à Tiznit. 6 ans. Vous avez l'air très sage comme enfant. Sans me jeter des fleurs, j'étais très sage Oui. à cet âge-là au moins. À cet âge-là. Bon. Alors, Abeda, quand vous parlez de votre mère, vous la qualifiez de sainte. Nous aimons tous nos mères, mais qu'est-ce qui confère, selon vous, à cette femme sa sainteté? On la voit, là, elle est en train de moudre l'argane. Autant mon papa était très dur, très rigoureux, très dur, parce que lui-même, sa vie a été dure. Oui. Hein. Oui. Ma maman, c'est une fille d'un faqih, d'un faqih de Jam, du Msid. Et elle est très douce. Elle est toujours en vie, et elle reste très très douce, affaiblie physiquement, elle est devenue trop petite, elle a rétréci avec l'âge, mais c'est une dame très très douce et qui, quand je dis une sainte, ça veut dire en fait, encore aujourd'hui, sa vie est ponctuée de prières et de thé. Oui, voilà, et qui a tout donné pour ses enfants. Elle a tout donné. Elle continue à donner. Continue à le faire. Alors, c'est une femme qui ne parlait qu'à Mazir, qui chantait en amazir, qui priait en amazir, et qui croyait même que le prophète était amazir. Ah oui, et elle a évolué depuis grâce à vos télévisions, et notamment aux chaînes en amazir. Oui. Parce que ne parlant pas d'autre langue, elle a toujours cru que le prophète ne pouvait être bon comme il était, il ne pouvait être que de notre famille. Oui. Et je crois qu'une fois, elle a commencé à réciter en berbère des louanges, des éloges au prophète Mohammed. Et moi, pour la taquiner, je lui dis, « Maman, le prophète a dit ceci ?» Elle m'a dit, « Oui, pourquoi? Tu en doutes ?» Je lui dis, « Non, mais est-ce qu'il a dit en berbère ?» Elle dit, « Oui, bien sûr. » Je lui dis, « Mais il n'est pas berbère. » Il dit, « Mais il est quoi alors ?» Il ne pouvait être que berbère. Donc, avait ébranlé ses certitudes. Voilà. Et j'ai raconté cette histoire lors d'un dîner ici à Rabat à Mohamed Erkoun, le grand philosophe Mohamed Erkoun. Et il m'a dit, lui-même kabyle, il m'a dit, j'ai quelque chose de similaire, comme si la même chose s'est reproduite à peu près chez moi, en Kabylie. En fait, lui, il a dit, c'est ça, en fait, l'appropriation par les Amazirs de la religion musulmane. Oui. Voilà. Oui. Et elles en ont fait leur religion. Et par conséquent, le prophète Mohammed étant bon, il ne peut être que des nôtres. Des nôtres. L'étranger fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Alors, vous avez grandi. Alors, vos études primaires n'étaient pas sans difficulté. Le passage de l'amazir à l'arabe, est-ce que c'était facile? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Je peux vous avouer qu'à 6 ans, ça c'est CE2, mais à 6 ans, je ne parlais pas un seul mot d'arabe. Pourquoi? Parce que je n'en avais pas besoin, tout simplement. Oui. Chez moi, on parlait berbère. Dans la rue, on parlait berbère. Tiznit étant un gros village où tout le monde se connaissait, il n'y avait pas encore d'étrangers, entre guillemets. Et je me souviens que le premier jour de l'école, en revenant à midi, maman me dit, alors maintenant que tu es scolarisé, tu dois apprendre l'arabe. Tu as dû apprendre l'arabe. Ça veut dire, en fait, la scolarisation, c'est l'arabisation. Oui. Je lui dis, ah oui, tu es fier de moi. Hein? Elle me dit, alors, attends, j'ai une colle. C'est quoi le l'hem? Alors moi, le l'hem, je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, ah peut-être pour souder. Pour souder.
Ah, elle m'a dit, j'ai rien acheté. Et ma mère connaissait déjà ce que Oui, elle connaissait déjà. Alors, avant de poursuivre, on va s'arrêter à une rubrique. La tradition dans l'émission, c'est que l'invité ramène un objet qui lui tient à cœur, qui a une importance, une symbolique. Et je suis curieuse de découvrir l'objet que vous avez ramené, M. Beïda. Oui, et il n'est pas très loin de ce que nous venons de dire. Cet objet-là, il n'est pas loin, je veux dire, de ma ville natale, il n'est pas loin de ma mère. Ce sont des fibules de ma grand-mère. Oui. Les fibules de ma grand-mère, qui m'ont été données par maman. L'autre, on pourrait la retrouver. Oui, voilà. Oui, magnifique. Donc, ces fibules, elles ont appartenu à ma grand-mère Ijou. Ijou qui veut dire celles qui sont bons. Très rare, ça existe, oui. C'est très rare. Et puis, j'ai choisi cet objet d'abord par un petit clin d'œil, un petit hommage à ma mère, hein, mais aussi à la ville, qui est la ville de l'argenterie, des orfèvres, de la bijouterie en général. Et puis, il y a autre chose. Quand j'ai choisi ça, j'avais vu à Tiznit, avec beaucoup d'admiration, le travail de ces fibules. C'est un travail très, très minutieux, beaucoup de délicatesse, et qui me rappelle un peu la délicatesse nécessaire pour être archiviste. Pour manipuler les archives. Oui. Donc, il y a ça, et puis il y a un hommage à la femme. Oui. Il paraît que l'histoire est millénaire de cette fibule à travers la Méditerranée, au bassin méditerranéen. Mais il y a beaucoup d'interprétations pour lui donner un sens. Mais l'essentiel pour moi, c'est que ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle ma mère. C'était une broche, mais c'était aussi quelque chose de joli pour le... Et puis... Et les fêtes, les moments heureux où on s'habille, où on se part, où exactement. J'espère que la tradition se perpétue et que les machines n'ont pas tout envahi, qu'il y a encore à Tiznit des artisans qui travaillent à la main. Il y en a beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Merci beaucoup pour cet objet magnifique. Alors, vous êtes passé par le MSID, avant l'école, vous avez appris le Coran. Au primaire, ça va. Ce n'était pas très épanouissant. Il y avait des instituteurs un peu durs. Mais vous commencez à vous révéler au collège. Vous commencez à lire de l'arabe, mais aussi du français. Quel genre de lecture? En fait, au collège, c'était surtout des bandes dessinées d'aujourd'hui. Mais aussi la presse. La presse. Au collège, j'étais une des rares élèves qui achetait chaque semaine un journal. Là, c'était toujours à Tiznit. À Tiznit. J'achetais l'opinion des jeunes. Oui, mais je louais aussi Hakim, Ombrax, Black Rock, des choses comme ça. Donc, je lisais beaucoup, beaucoup plus en français d'ailleurs qu'en arabe. Le développement de l'arabe est venu un peu plus tardif, c'est quand j'étais... Au lycée. Au lycée, oui. Alors, au lycée, vous allez à Taroudant, à Taroudant, oui. Et vous faites partie de la première promotion du lycée Souleymane Roudani. Exactement. Et là, vous découvrez les monstres de la littérature mondiale grâce à un écrivain égyptien. Oui. Parlez-nous de... Ah oui, c'est Salama Moussa, c'est le fondateur du Parti socialiste égyptien. En fait, on l'a découvert, après, on ne voulait plus le lâcher, ou bien il ne voulait plus nous lâcher. Et quand j'ai dit nous, on était 3 personnes. Un ami vivant à Tanger aujourd'hui, professeur, je crois, retraité, Hamidou Bari, et un second, l'Arbi Bouchachia. On était vraiment... C'était une concurrence, lire un maximum. Et ça faisait boule de neige. Ça veut dire, en fait, on lisait, par exemple,
le livre de Salama Moussa, Ha'ula'i 'allamouni, voici mes maîtres, mes maîtres à penser. Alors, il parlait de exactement. Alors, nous, par curiosité, on allait chercher tous ces livres quand on les trouvait. Oui. Donc, je me rappelle, en une seule année, on a dû avaler une vingtaine de ces livres pour une seule année, sans parler des autres livres. Surtout qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir du temps. On avait la chance d'avoir du temps, et puis il y avait une autre chance aussi, la rigueur. D'avoir du temps, de ne pas avoir les médias, les médias. On était interne. Ah oui, à Taroudant. Je parlais de la rigueur de la colonie de vacances, la rigueur aussi de l'internat. L'internat, bon, on n'avait rien d'autre à faire. Militaire Oui, quasi militaire, mais on travaillait énormément. Oui. On n'avait rien d'autre à mais faire. Vous étiez un élève très brillant aussi. Oui, j'étais toujours brillant. Un élève très brillant, souvent le premier, si ce n'est toujours. Oui, le premier ou le deuxième. Ou le deuxième. J'étais un peu faible aux mathématiques. C'est pour ça. Vous les êtes mathématiques. orienté oui, en lettres modernes. D'ailleurs, excusez-moi, pour lettres modernes, je me souviens, l'année de l'orientation, on devait remplir l'année de l'orientation vers lettres modernes, sciences expérimentales ou sciences ou mathématiques. Il y avait 3 cases, je crois. Oui. Et moi, j'avais rempli lettres modernes, lettres modernes, lettres modernes. Oui, parce que vous aviez peur pour vraiment assurer. C'est ce que j'ai fait moi aussi, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec les maths et la physique. Alors, le baccalauréat en poche en 1974, vous allez à Rabat pour la faculté de lettres pour des études d'histoire. Pourquoi vous avez choisi l'histoire à ce moment-là? En fait, c'était pas, je veux dire, mon premier amour. Quoi? J'aimais beaucoup l'histoire. Mais j'aurais aimé littérature arabe? Non, j'avais pensé faire journalisme. Ah. Ouais, j'aurais pu être à votre place aujourd'hui. Et journalisme parce que j'aimais beaucoup ce métier. Et puis j'avais déjà publié avant 1974 2 poèmes dans le journal L'Opinion, la page de Rahmouni, oui. L'Opinion des jeunes. Oui, 2 poèmes, mythique. l'un pour un poème Prise de conscience, je crois. Prise de conscience, c'est ça le titre. Et le deuxième, c'est au sujet de la prise de conscience par les jeunes Marocains. Et le deuxième, il s'appelle Crime d'un tyran, sympathie pour la Palestine. Donc, je voulais faire journalisme, mais à un certain moment, j'avais constaté qu'en fait, le journalisme pourrait être impliqué dans la grande histoire. Oui. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi, en fin de compte, l'histoire. Et il y avait aussi autre chose qui m'a poussé à le faire, c'est que j'avais eu au collège un professeur qui m'a initié aux documents historiques. Il s'appelle Jama comme moi. Oui. Jama Ikrou, pour le dire. Et puis il me dit, et comme moi comme j'aimais ces textes en langue française, on nous donnait des textes historiques à lire pour qu'on vienne en classe les expliquer. Moi, à force de les lire, je les apprenais par cœur, presque. Oui. Et quand j'arrivais en classe, Baïda, il me disait, Baïda, tu lis le document. Moi, je l'avais presque appris par cœur. Et ma façon de lire lui plaisait énormément. Donc il vous a influencé, ce professeur. C'est souvent comme ça, on choisit des choses, parce qu'il y a un prof qui nous a marqué dans notre parcours. Exactement. C'est souvent. Pardon, là, je me rappelle d'un document que j'aimais beaucoup contre le racisme, contre l'esclavagisme. Je l'avais appris par cœur. Si A peut prouver qu'il a le droit de servir B, pourquoi B n'aurait-il pas lui aussi le droit de servir A? Ah, c'est donc une question de couleur. Attention, monsieur le raciste, vous risquez d'être asservi par le premier que vous rencontrez au bout de la rue et qui ait la peau un peu plus claire que la vôtre. C'est incroyable, comme la mémoire de la jeunesse, comme voilà, ça s'imprime, ça se grave. Ça s'est resté là. Oui. Donc, vous avez fait histoire, et puis vous obtenez votre licence en 1978 et vous partez en France
à Bordeaux pour des études supérieures. Et vous soutenez votre thèse. À l'époque, il y avait le doctorat de troisième cycle. Oui, troisième cycle. Et vous choisissez comme sujet l'image du Maroc et des relations franco-marocaines dans la presse quotidienne parisienne, 1950-1956. Vous en avez épluché des journaux. Énormément. Le Monde, François, l'Aurore, Le Figaro, l'Humanité, plus de 10 000 numéros peut-être. À peu près 11 000. J'avais compté, à peu près 11 000. Beaucoup travaillé. Pourquoi ce sujet? Alors, c'est le retour au premier amour. La presse. La presse. Voilà, c'est tout simplement le retour au premier amour. C'est vrai que pendant la licence, j'ai fait histoire, mais arrivé à Bordeaux, et j'ai eu en fait la coïncidence a voulu que j'obtienne ma liberté. La faculté des lettres ici, le département d'histoire a voulu... C'est après la soutenance de la thèse. Ça, vous allez me raconter l'histoire après. D'accord. Ici, on m'avait envoyé à Bordeaux pour que je me spécialise. On était, je crois, 5 boursiers du gouvernement marocain. Ça aussi, c'est la démocratisation de la bourse. Sinon, je ne serais pas ici. Je ne serais pas là où je suis. Et on m'avait dit, vous allez faire histoire économique à Bordeaux, parce que Bordeaux, l'université de Bordeaux avait beaucoup de relations de coopération avec Rabat. Arrivé là-bas, je vais à Bordeaux 3, qui ne s'appelait pas encore l'université de Montaigne, et puis on me dit, monsieur, cette spécialité, on ne l'a pas ici, vous devez aller à Paris. Moi, j'ai horreur des grandes villes, jusqu'à aujourd'hui. Et alors... J'écris, j'ai encore le document, j'écris au département d'histoire, vous m'avez orienté vers ceci et cela. Comme cette discipline, cette spécialité ne se trouve pas à Bordeaux, je prends ma liberté de choisir ce que je veux. Donc, je reviens à histoire, mais histoire de la presse, à la Maison des sciences de l'homme, avec André-Jean Tudesque. Absolument. Alors, vous revenez en 82 au Maroc pour vous enseigner. Vous enseignez à l'université, où vous allez enseigner d'ailleurs 30 ans. C'est 34 ans de votre vie, 4 ans en tant qu'enseignant, étudiant et 30 ans en tant qu'élève, 4 ans en tant qu'étudiant et 30 ans en tant qu'enseignant. Mais je ne les ai pas vus passer. C'est vrai, parce que vous aimiez ce que vous faites. Mais votre sujet de doctorat, vous l'avez décidé dans la foulée de votre soutenance de thèse. C'est ça qui est incroyable. Ça, vraiment, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais comment je fais? En fait, en travaillant pour mon doctorat de 3e cycle sur l'image du Maroc et des relations franco-marocaines dans la presse quotidienne parisienne, l'idée m'est venue, mais aussi par les lectures, qu'il y avait une grosse lacune à combler en ce qui concerne l'histoire de la presse d'expression française au Maroc. Nous ne pouvons pas engager M. Tudesque sur la presse arabe, n'étant pas lui-même arabophone. Donc j'ai préparé tout un dossier à lui soumettre. Et le jour de ma soutenance du 3e cycle, c'est-à-dire vers fin septembre 1982, après la soutenance qui a été brillante, on est passé prendre un pot. Et là, je lui dis, Monsieur Tudesque, je rentre au Maroc, où mon poste m'attend à la faculté des lettres de Rabat, mais j'aimerais bien continuer sous votre direction à préparer mon doctorat d'État. Il me dit, vous avez déjà pensé à ça? J'ai dit oui. Est-ce que ça vous intéresserait que vous m'encadriez sur un sujet comme la presse d'expression française au Maroc? Elle me dit, c'est super, personne n'a encore travaillé, à ma connaissance, personne n'a encore travaillé sur ce sujet. Allez-y. Je lui dis, vous pouvez me signer. Il a signé sur place. Il a signé sur place. C'est un travail colossal, parce que c'est la presse marocaine d'expression française des origines jusqu'à 1956, et ça vous a pris 13 ans 13 ans de recherche. Bon, il faut dire aussi, 13 ans de recherche, d'abord parce que les collections de la presse n'étant pas, de la presse d'expression française au Maroc, n'étant pas cataloguées, n'étant pas complètes, étant très lacunaires. Et puis, je travaillais aussi. J'avais assuré l'enseignement à la faculté des lettres. Et vous avez une famille aussi. Oui, aussi, à partir de 83. Ma petite famille. À partir de 83. Ce qui fait que, effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés et je profitais de toutes les
occasions, j'ai dû prendre aussi une année, comment on appelle, sabbatique, pour une année, oui, ou même deux, pour le travail. Et même en France, les collections n'étant pas complètes, oui. Le dépôt légal ici n'était pas, qui date de 1932, oui. N'était pas observé par les éditeurs de la presse. Donc j'ai dû travailler très dur et pérégriner au Maroc, en France, aux États-Unis, oui. Parce qu'en fait, ce que je voulais réaliser, c'est que ne pas se contenter de ce qu'on appelle une analyse du contenu de la presse, mais voir tout le background de cette oui. presse, les archives qui ont fait que telle presse dit ceci et cela. En fait, la partie qu'un simple observateur, un simple lecteur ne voit pas du tout. Absolument. D'ailleurs, votre thèse qui a été publiée en 1995 est une véritable référence. Nous, à l'Institut de journalisme, on nous l'a cité tout le temps, nos professeurs, et on travaillait avec. Et puis, les 13 ans, c'était courant à l'époque, parce que c'était de véritables thèses, déjà. C'était là, oui, le couronnement. Oui, il fallait aller chercher l'info et les références. Il n'y avait pas Internet, on ne googlait pas. Non, on ne googlait pas. Voilà. Le hashtag Google n'existait pas. N'existait pas. On va marquer une petite pause avant de poursuivre l'entretien pour voir, pour la séquence triptyque, où on vous a demandé de choisir 3 photos oui. Et de les commenter et d'expliquer votre choix. On va voir la première photo. Alors, c'est l'arganier. C'est l'arbre, j'allais dire, emblématique du Maroc, même si on pourrait le retrouver ailleurs, il n'est pas fruitier. Oui. Et puis, il m'a toujours impressionné. C'est-à-dire, il meurt, il revit, il est coriace, il est dur. Et puis, je n'ai pas vu d'autres arbres avec des chèvres qui broutent l'arganier, oui. Hein, qui broutent les noix, qui broutent le fruit, et oui. pour jeter le noyau, ramassé après par des femmes pour le casser, pour sortir oui. l'amande. Oui. Là, cet arbre, je l'adore et j'ai été ravi. Il y a 20 jours de ça, je crois, qu'on a consacré le 10 mai, si je ne m'abuse, comme journée internationale de l'arganier. J'ai été content, comme si tous les arganiers du Maroc m'appartenaient. Oui. Donc maintenant, c'est vraiment un label marocain. Et puis, il y a autre chose derrière cela. Il y a la femme. Oui. La femme, on l'oublie souvent. Pour moi, Argan, que j'ai dégusté de mon tendre enfance et que mon papa avait vendu, que ma maman nous servait, oui, faisait amlou. Voilà. Donc, je vois derrière ça toute une émancipation de la femme et vous n'avez aujourd'hui qu'à aller voir les coopératives, les associations, oui. Les coopératives du côté des Saouira, oui. De Haha, d'Agadir, pour voir comment des femmes qui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, quémandaient presque dépendaient de leur mari pour aller au hammam ou pour acheter une petite bricole. Oui, maintenant, autonomisation, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc, c'est pour cela que cet arbre... C'est un arbre magnifique. Magnifique. La deuxième photo, c'est celle-là. Ah oui, alors là, c'est la radio, en fait, cette radio, c'est la carcasse, j'allais dire, la carcasse de la radio de mon père. Parce que elle ne marche plus, bon, je l'ai ramassée. Mais il me rappelle mon père, autant l'arganier me rappelle beaucoup ma mère. Mais cette carcasse de radio me rappelle mon père qui avait souvent l'oreille collée contre cette radio pour écouter les informations. Et je crois avoir pris de lui cette habitude. Je reste jusqu'à aujourd'hui un très grand auditeur de la radio, au petit déjeuner, le soir, oui. ce qui ne plaît pas toujours à mon épouse. Oui, parce qu'il y a toujours un fond sonore. Mon épouse, encore la radio, encore la radio. C'est une addiction à la radio, c'est un très 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 bon média. Elle a beaucoup de qualités, mais elle m'empêche d'écouter ma radio. Oui. La troisième photo.
Ah, ça, c'est une photo avec le pape. Avec Jean-Paul. Avec Jean-Paul II, c'était au Vatican. C'était au Vatican. En fait, j'étais avec M. Qasm Zahiri à une retraite une retraite de dialogue interreligieux près d'Assise, pas loin de Rome, et dans un couvent pendant une semaine à discuter. Il y avait aussi un Tunisien, un Mauritanien, je crois, un ou deux Égyptiens. Et à la fin de notre retraite de discussion, de dialogue interreligieux, on nous dit « Vous allez au Vatican ». Ben, on nous emmène là. Et c'était, je crois, en 88. Et cette rencontre intervenait juste après la visite que Jean-Paul II a effectuée au Maroc sur invitation de Feu Hassan II. Et d'ailleurs, là, quand je lui ai servi la main, il me dit « Vous passez le bonjour à votre souverain ». C'était sympa. Oui. C'était sympa, mais très convivial. Et puis, tout le monde sait le rôle qu'il a joué dans, comment dirais-je, dans le changement des lignes entre Est et Ouest. Oui, voilà. C'est un grand pape qui a eu un grand rôle politique. Exactement, mais très, très ouvert aussi, très open mind. Alors, parallèlement à l'enseignement, vous menez vos recherches et puis votre engagement, parce que vous étiez déjà engagé en France, vous étiez dans toutes les causes, la lutte pour les droits des sans-papiers et autres. Et quand vous venez vous intégrer, vous étiez dans les associations de droits de l'hommistes et tout ça, vous intégrez le GRIC, le groupe de recherche islamo-chrétien, fondé en 82, puis en 97, vous êtes à l'origine du GREJM, le groupe de recherche sur le judaïsme marocain. Vous avez été attaqué à ce sujet, beaucoup, au début. On trouvait que c'était une hérésie. À l'université. Oui, je ne vais pas le nommer, mais c'est un géographe qui m'a dit d'ailleurs en public lors d'une conférence dans laquelle j'avais dit qu'on avait été amputé dans notre partie juive. Hein. Et originaire de Tiznit, vous en savez quelque chose, parce qu'il y avait une forte présence de Marocains de confession juive. Et surtout dans la bijouterie. La bijouterie, notamment. Donc, cette personne-là m'avait attaqué en disant « Tu n'as rien d'autre à trouver pour t'occuper que de t'occuper du judaïsme ou des minorités comme cela. » Bon, il faut dire qu'il y a des gens bornés comme ça, mais il faut faire avec. Mais moi, j'ai peut-être un défaut ou une qualité. Plus il y a de défis à relever, plus je suis... Ça vous motive. Ça me motive. Ça vous motive. Alors, vous avez créé ce groupe, vous avez beaucoup travaillé sur la judaïté. Là, on vous voit avec Mohamed Al-Maleh. Oui, je continue. Oui. Mais vos publications, vous travaillez beaucoup sur la chrétienté. Alors, vous avez publié en 2016 un ouvrage sur la présence chrétienne au Maroc. Et puis en 2019, un très beau livre sur l'histoire du monastère bénédictin de Toumlilin, qui est en phase de restauration. On est très, très, très heureux qu'il soit réhabilité. Est-ce que parce qu'il y avait quand même des travaux sur le judaïsme, mais une réticence à travailler sur le christianisme, parce que le judaïsme fait partie de notre identité et que le christianisme fait peur? Oui, il y a ça, mais il y a aussi, vous savez, un historien, il travaille quand le matériau archivistique est disponible. Là, j'ai eu la chance pour le christianisme qu'on avait fait à quatre mains avec Vincent Ferraudy, le père Vincent Ferraudy, qui est historien et rattaché au diocèse de Rabat. Et lui, étant tous les deux complices, avait accès alors aux archives de la cathédrale. Aux archives, encore aujourd'hui, à la cathédrale. D'ailleurs, j'en ai parlé hier soir avec Monseigneur le cardinal, à l'occasion d'une rencontre organisée par Rabit el-Mohammadi hier soir. Donc je disais que c'est la matière qui a fait que tout de suite j'ai plus produit sur le christianisme, alors que sur le judaïsme j'ai
j'ai chapeauté des travaux en langue arabe sur l'image des Juifs sous le prisme des écrits des fuqaha marocains, 5 ou 6 livres, un livre sur la presse juive marocaine que j'ai préfacé, mais aussi un autre livre sur les Juifs de Rabat Saleh que j'ai préfacé également, de Robert Assaraf et bien d'autres. Alors, en 2011, vous êtes nommé par Sa Majesté, parce qu'on va revenir, c'est très important de parler des archives du Maroc, par Sa Majesté à la tête des archives du Maroc, une grande fierté, j'imagine, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de projets. Mais est-ce que vous avez un petit peu déchanté? Est-ce que le mot est trop fort? Est-ce que vous aviez beaucoup plus, il y a des frustrations? Nous n'avons pas une tradition d'archives, c'est la vérité, de préservation du patrimoine, ça il faut le dire, et des monuments. Et ça depuis des siècles, on le disait tout à l'heure, on offre les dynasties qui se sont succédées, elle est un petit peu rasée, faisait table rase de... Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est politique? D'abord, pour moi, c'est un insigne honneur que Sa Majesté ait choisi de m'honorer pour cette mission, parce que c'est une mission, j'allais dire, très importante, surtout qu'il faut mettre en place les archives du Maroc. C'est ça, en fait, ma mission. C'est comme ça que je la conçois. Et ça fait 11 ans et je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire passer le mot culture archive auprès de nos décideurs. Je peux citer des centaines et des centaines d'exemples. Ne serait-ce que, par exemple, le projet qui piétine aujourd'hui, à savoir doter cet établissement stratégique Archives du Maroc, le doter d'un local digne de ce nom. Oui, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes dans un local exigu. C'est une ancienne aile de la faculté qui était la bibliothèque. Une aile de l'ancienne bibliothèque générale. Et avec en sous-effectif et avec un budget dérisoire. Dérisoire, oui. Les archives du Maroc, assainir un passif d'un siècle. Assainir, collecter, préserver, valoriser. Voilà, tout cela pour 50 personnes, faire ça tous, et toute catégorie du personnel comprise. C'est titanesque, la mission est titanesque. Les choses ne vont pas à la vitesse que j'aurais souhaité. Je ne vais pas vivre 2 siècles. Moi, j'aurais voulu que cette mission que m'a donnée Sa Majesté, que Dieu le glorifie, que je mette ce chanter sur les bonnes rails. Que j'ai 67 ans, je voudrais bien partir. Vous avez envie de voir ce beau bébé concrétisé. C'est mon souhait après cela, que je meure tranquille. Mais vous restez optimiste, vous m'avez dit qu'il y a... il y a quelques esquisses, quelques esquisses qui permettent d'espérer un dénouement. Mais maintenant, nous sommes dans un carcan. Je l'appelle en arabe le gmada. J'ai visité plusieurs fois. Ça vous empêche d'évoluer. Et surtout que nous élaborons aujourd'hui une stratégie des archives nationales pour les 10 années à venir. 2022, 2032, c'est en voie d'élaboration. Et on ne peut pas aller loin. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous construisez, mais la théorie, parce que tant que ce carcan-là de l'espace, je ne sais plus qui a écrit un jour, les archives, c'est d'abord l'espace, c'est d'abord les lieux, c'est d'abord les bâtiments. Or, les bâtiments des archives, ce n'est pas n'importe quel bâtiment, ce n'est pas une villa, c'est pas... Voilà, donc là, des conditions, mais aussi ce qu'on appelle la chaîne archivistique. Il faut respecter la chaîne archivistique avec ces 3 C, à savoir
la collecte, la conservation et la communication. Absolument. Ah ben, nous espérons que les archives marocaines auront la place et l'endroit et l'intérêt qu'elles méritent. Nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement, avec le chef-d'œuvre. Oui, ça passe vite. Avec vous, c'est très passionnant. Franchement, on pourrait parler des heures. Avec vous et on va également, découvrir le chef-d'œuvre que vous avez choisi. Vous avez choisi une chanson. Oui. On va la découvrir. Oui, qui a... J'ai l'impression que ça vous fait voyager dans le temps. C'est quel groupe? Alors, c'est le groupe Ousmane, avec Amour Ibn Bark, et qui, pour la première fois, fait arriver la chanson berbère à l'Olympia. Oui. Et il faudrait mettre ça dans son contexte. C'est le contexte donc des années 72. Ce n'est pas encore la consécration par la Constitution marocaine de la mazirité. Oui. Et nous autres, soucis ou amazirophones, avions besoin de nous exprimer sans pouvoir le faire. Et quand il y a une belle musique comme ça, qui passe notamment dans certaines chaînes marocaines de bon matin, bon, sans dire les noms, et là, ça veut dire que c'est une façon pour nous d'exprimer par le biais de l'autre. Oui, et ça nous décomplexait en quelque sorte. Absolument. Alors, on va finir sur ces notes magnifiques. J'espère qu'on va encore écouter, ou tout en se disant au revoir, le morceau. Merci beaucoup, Jamal Baïda. C'était un réel plaisir à chaque fois de s'entretenir avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Et merci beaucoup, Soumaya, pour votre invitation, votre amabilité, comme toujours. Je vous en prie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.